Le 20 sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la centrale électrique de Maria Gleta 2 a été officiellement mise en service ce jeudi. C'était sous la houlette du ministre d'État Abdoulaye Biotchane et de son collègue de l'énergie, Jean-Claude Donan Oussou. Et puis c'est demain samedi 31 août que les autorités de l'université d'Abomey-Calavi ferment les portes des résidences universitaires. Aujourd'hui déjà, certains étudiants ont levé le camp. En interactualité, en Europe, les femmes de chambre sortent du placard et réclament de meilleures conditions de travail. Sur le continent, en Côte d'Ivoire, le pays a rendu hommage ce jour à Didier Arafat, la star du coupé décalé, accidentellement disparu le 12 août dernier. Ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée pour Eden Télévision. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue de l'énergie, Jean-Claude Donan Oussou, ont procédé ce jeudi à la mise en service officielle de la centrale de Maria Gleta 2 d'une puissance de plus de 120 MW. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de la Banque islamique de développement, de la BOAD, de la Banque de développement de la CEDEAO. Le point avec Laurent Kodjo, Toninkes et Denis Khouenayon Maroya. Lentement mais sûrement, le Bénin s'affranchit de la dépendance énergétique. La centrale électrique de Maria Gleta 2, mise en service ce jeudi 29 août 2019, vient combler un déficit que le Bénin était obligé de négocier avec le Nigeria. Une ambition du gouvernement contenue dans le PAG concrétisé. Nous avions pris l'engagement le 29 septembre 2017 devant vous, les autorités gouvernementales et le peuple béninois, de faire respecter les délais de construction de 18 mois, de nous assurer de la qualité du projet et de générer de nouveaux emplois pour l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui, cet engagement est tenu et nous pouvons confirmer que depuis un mois, la centrale alimente la moitié des besoins de la clientèle de la SBEE. Cette œuvre vient matérialiser un succès de plus dans le secteur de l'énergie. D'un coût total de plus de 106 milliards de francs CFA, financé par la Banque ouest-africaine de développement, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la Banque islamique de développement, y compris une contribution de près de 3,7 milliards de l'État béninois, cette centrale électrique répond à toutes les exigences environnementales et sociales, précise Jean-Claude Donan Oussou, ministre de l'Énergie. Puisque le défi à notre arrivée, c'était de transformer ce désert d'énergie en une forêt verdoyante, énergétique, électriquement. Ce qui nous importe le plus, c'est quelle est la puissance dégagée par cette centrale, donnée pour 127 MW, les tests d'endurance, je dis bien d'endurance, qui ont duré des semaines et des semaines, ont confirmé que cette centrale a produit et peut produire pendant des années 129,08 MW. Qui dit mieux? Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, prenant la parole au nom du chef de l'État, le président Patrice Talon, a remercié les différents partenaires qui ont contribué à la réalisation du projet. L'instant que nous vivons ici ce jeudi 29 août 2019 est à la fois solennel et historique pour notre pays. Il est aussi une victoire collective sur le délestage qui, il y a quelques années encore, paraissait impossible à surmonter. 52 personnes, dont 3 expatriés et 8 femmes, sont recrutées pour le fonctionnement de ce site. À cela, il faut ajouter les ouvrages ayant un impact socio-économique pour le projet et les populations de Maria Gleta, à savoir la voie pavée Carrefour Tankpé, centrale Maria Gleta de 3 km, la construction de 24 salles de classe, d'une infirmerie, la clôture du CEG Rector et du déploiement d'un réseau électrique d'environ 25 km au profit des populations riveraines. Dans le cadre de la prise en compte des doléances recensées lors des enquêtes Komodo et Nkomodo du lotissement de la 3e tranche de Wedo, la mairie d'Abomey-Calavi a accordé depuis ce 26 août une période de 60 jours aux présumés propriétaires de terres dans plusieurs villages de l'arrondissement concerné. Roland Kodjo Toninkes est allé faire le constat sur le terrain.
Aucune action de développement ne peut être menée dans une localité si les opérations de lotissement ne sont pas réalisées. Et c'est ce que les autorités communales de la mairie d'Abomey-Calavi ont compris. En effet, les opérations de lotissement lancées depuis quelques semaines dans l'arrondissement de Rouedo se déroulent très bien. Après la première étape qui constitue l'enquête Komodo et Incomodo, la seconde étape a démarré. Le lotissement est nécessaire au développement de notre localité. Nous l'avons compris. Et nous étions même plus pressés que le maire. Parce que depuis qu'on a fini les enquêtes Komodo, on a fait le dépouillement, on était impatients que le maire nous autorise à poursuivre. Bon, vous savez, les travaux de lotissement, c'est des travaux qui vont suffisamment lentement parce qu'il faut faire beaucoup attention pour ne pas mal faire son travail. Nous sommes maintenant à la phase de correction sur le terrain. C'est-à-dire que le géomètre en charge d'un secteur viendra prendre son cahier de doléances et procéder aux corrections qui ont été demandées par les propriétaires et présumés propriétaires terriens. Contrairement à ce qui se passait dans les années antérieures et dans d'autres arrondissements pour les mêmes opérations, tout se déroule ici sans mafia, nous ont confié quelques chefs de village rencontrés. Le chef d'arrondissement précise les villages concernés par les travaux. À l'heure où nous parlons, le village d'Alansan-Comé est en pleine opération de correction. Après l'Alansan-Comé, nous avons le village de Rouedo Centre qui est aussi concerné pour les opérations de correction. Et après ça, il y a le village de Dessato, le village d'Aïguedo, le village d'Agiagbo, le village de Kosidia et enfin le village de Dassekome qui sont les 7 villages concernés pour le lotissement de la 3e tranche de Rouedo. Il lance par ailleurs un appel aux acquéreurs de parcelles ou aux propriétaires terriens. Le message que nous tenons à lancer à l'endroit de la population concernée, c'est que c'est de sortir, c'est de répondre aux appels des géomètres qui ont élaboré un programme de descente sur le terrain. Donc, il faudrait que la population sorte. 60 jours sont prévus pour que les éventuelles doléances soient prises en compte ou non pour la poursuite de l'opération. Les acquéreurs de parcelles ou propriétaires terriens dans l'arrondissement de Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, sont invités à se rendre disponibles pour faciliter la tâche aux géomètres. Samedi 31 août 2019, c'est la date choisie par les autorités du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi pour fermer les portes des résidences universitaires pour le compte de l'année qui s'achève à 24 heures de cette fin de contrat de location. Aristide Zon, Setin et Fréjus Sondé Fiossi sont allés faire le constat de la libération de la cité des dortoirs de l'UAC. Clés déjà déposées au concierge et portes hermétiquement fermées par certains. Arrangement des dortoirs et retrait des cautions d'une valeur de 5 000 francs par d'autres. Voilà l'ambiance qui a régné à 24 heures de la date butoir pour la fermeture des résidences universitaires à l'université d'Abomey-Calavi. Certains résidents rencontrés nous donnent les raisons pour lesquelles ils ont respecté le contrat de location. J'ai choisi libérer parce que d'abord c'est la loi. La loi a dit c'est le contrat. Le contrat a bien stipulé que la fin du mois de août, tout le monde doit déjà avoir libéré. Et aussi, si j'ai choisi de respecter ça, c'est parce que je pense que pour que les choses puissent aller bien dans ce pays, il faut que chacun puisse faire ce qui l'incombe comme devoir. J'ai libéré tôt parce que, heureusement, chez moi, j'ai pratiquement fini ici. Et donc, je préfère aller rester chez moi à la maison avec ma famille que de dormir à Belle-Étoile. Selon les responsables des étudiants, ces derniers sont des hommes et femmes de droit et sont disponibles à accompagner les réformes des autorités béninoises. On a dit qu'on a une aide de refondation. On donne priorité aux réformes sur le campus. Nous-mêmes sur le campus en tant que jeunes, en tant qu'acteurs inhérents bien sûr du développement du pays, on est consciencieux du développement. Donc ce qui fait qu'on a mieux communiquer autour des valeurs, autour des thèmes que le COUSAC nous a donné cette année, même si, entre-temps, cela nous a un peu basculé parce qu'on a eu droit à des traitements qu'on ne subissait pas avant. Je dirais tout de suite que l'étudiant vient de prouver, une fois encore à l'autorité, sa part de responsabilité, sa volonté d'aider réellement les autorités
à atteindre quand même des objectifs donnés. Vu que déjà, nous sommes déjà à 12 heures par là et nous sommes au moins déjà à 90% de libération de ces résidences-là. Donc l'étudiant a décidé réellement accomplir sa part de responsabilité pour la libération. Selon des sources concordantes, des dispositions sont prises par le Centre des œuvres universitaires et sociales pour fermer effectivement les résidences universitaires ce 31 août 2019. En interactualité sur le continent d'abord, le gouvernement ivoirien et les fans du chanteur DJ Arafat, star du coupé décalé, décédé accidentellement le 12 août 2019, lui ont rendu hommage ce jour. Les portes du stade Félix Houphouët-Boigny d'une capacité de 34 000 places ont été ouvertes à 6 heures. Les animations démarrées à 10 heures se dérouleront jusqu'à demain matin, après quoi la dépouille de l'artiste décédé sera inhumé, sinon enterré, dans le cimetière de Williamsville, dans la commune populaire d'Adjamé. Des stars du monde entier et de nombreuses personnalités politiques y sont attendues. Certains sont déjà en place. Eh bien, nous poursuivons cette édition. 313 enquêtes judiciaires, c'est ce dont a été saisie l'inspection générale de la police en France. Des enquêtes ont été ouvertes pour des suspicions de violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. C'est ce qu'a indiqué plutôt le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez. Retour sur cette crise qui dure depuis 9 mois. Au sortir du sommet du G7 à Biarritz, le chef de l'État est revenu sur plusieurs dossiers de politique intérieure et notamment la crise des Gilets jaunes. Et si dans un premier temps Emmanuel Macron a dénoncé des blessures inacceptables de part et d'autre, il a très largement minimisé la souffrance de certains manifestants. Il fallait quand même que l'ordre soit tenu. Et il n'a pas été tenu d'une manière où il y a eu ce que j'appellerais des violences irréparables. Le pire a été évité grâce au professionnalisme des forces de l'ordre. Tout au long de cette période, il n'y a pas eu de mort à déplorer. Une manière claire pour le président français de réaffirmer son soutien aux forces de l'ordre, mais une prise de position qui n'a évidemment pas fait l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont dénoncé ces déclarations, à l'image de la Ligue des droits de l'homme. Je trouve ces mots terribles et profondément dangereux. Que penseriez-vous d'un homme qui, face aux familles de ces personnes mortes, mutilées, qui ont perdu un membre ou un œil, leur dirait qu'il n'y a pas eu de violence irréparable ? Côté politique également, la France insoumise a largement réagi. La conseillère de Paris, Danielle Simonet, entre autres, est montée au créneau. Pour Macron, la police n'a pas commis de violence irréparable durant le mouvement des Gilets jaunes. Et Zineb Redouane est les yeux en moins à cause des LBD. Après 9 mois de mobilisation, le bilan est en effet conséquent. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur arrêtés à la mi-mai, 2448 blessés ont été recensés côté manifestants et 1797 parmi les forces de l'ordre. Le constat des Gilets jaunes est de son côté plus précis. Selon eux, 23 personnes ont été éborgnées depuis le début du mouvement, 5 ont eu la main arrachée et d'autres encore ont été gravement touchées. Mis en cause particulièrement le LBD pour lanceur de balles de défense. Largement critiqué depuis plusieurs mois par l'opposition et les Gilets jaunes pour sa dangerosité, cette arme non létale a même attiré l'attention d'instances internationales telles que l'ONU. En attendant, malgré ces critiques, la France maintient toujours sa position. Selon le ministère de l'Intérieur, le LBD reste indispensable dans les manifestations les plus mouvementées. À l'issue du sommet du G7 le week-end dernier, Emmanuel Macron a appelé à un rapprochement avec Moscou, un cap pris par un homme particulier, Jean-Yves Le Drian, l'actuel chef de la diplomatie française et ministre de la Défense du mandat de François Hollande, dont les relations avec le Kremlin furent houleuses, prône désormais un retour de la Russie au sein du G8. Suivez plutôt. Le nouveau monde rattrape l'ancien monde. Jean-Yves Le Drian n'était rien de moins que ministre de la Défense sous François Hollande de 2012 à 2017. Une période marquée par l'exclusion de la Russie du G8 après le rattachement de la Crimée. L'ancien proche du président socialiste n'hésitait d'ailleurs pas à exprimer ses réserves sur les relations franco-russes au début du mandat d'Emmanuel Macron.
Nous ne voulons pas l'isolement de la Russie et nous voulons coopérer. Encore faut-il que la Russie, sur beaucoup de sujets et singulièrement sur la question chimique, fasse preuve de loyauté et de coopération elle aussi, qu'elle renonce à toute forme de manipulation. Nous devons avoir un rapport exigeant avec elle en approfondissant notre dialogue, tout en étant intransigeants sur les fondamentaux. Mais c'était sans compter sur le désir d'Emmanuel Macron de mettre en place une nouvelle diplomatie européenne. Pour le président français, la France doit construire un projet européen avec la Russie et le locataire de l'Elysée n'a pas hésité à donner le ton à son gouvernement. Jean-Yves Le Drian a dû se mettre au diapason. La Russie est en Europe. Le président de la République a détaillé dans son discours de mardi à plusieurs reprises au cours des derniers mois les difficultés auxquelles nous étions confrontés dans cette relation avec la Russie. Les attaques chimiques, les attaques cyber, l'intervention militaire en Syrie, l'annexion d'une partie de l'Ukraine, la violation des traités, mais un dialogue lucide, exigeant, inscrit dans le long terme, tenace, mené dans le souci de protéger nos intérêts et ceux de nos alliés. Ce dialogue doit se renforcer et viser au rapprochement progressif de la Russie avec les principes européens. Jean-Yves Le Drian devrait se rendre à la 12e rencontre du Conseil de coopération franco-russe sur les questions de sécurité à Moscou le 9 septembre prochain. En Europe, les femmes de chambre sautent du placard et réclament de meilleures conditions de travail. Reportage. C'est un mouvement qui s'étend en Europe. Les femmes de chambre sortent du placard et revendiquent de meilleures conditions de travail. En Espagne, où elles sont près de 200 000, le mouvement des Las Kelly a vu le jour pour aller porter leurs revendications jusqu'au Parlement européen. En Allemagne, au Royaume-Uni, les employés du nettoyage se mobilisent dans les syndicats. Et en France, plusieurs grèves ont éclaté à Paris et Marseille. En cause, les sociétés de prestations auxquelles on recourt environ un quart des hôtels en France, selon un sondage de 2014. Certaines de ces entreprises exploitent les femmes de chambre, soumises à des cadences effrénées, le tout pour de faibles rémunérations. À l'hôtel Ibis des Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris, les femmes de chambre employées par la société STN tiennent un piquet de grève depuis le 17 juillet 2019. On nous paye ici 3 chambres et demie de l'heure. Et la gouvernante est obligée de contrôler 100 chambres, 120 chambres, 110 chambres par jour. Et une femme de chambre aussi qui a 4 heures de travail se retrouve à 31 chambres et les heures sup ne sont pas payées. Pour le moment, les 3 négociations n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Le groupe STN ne souhaite pas changer la cadence et propose seulement 2 € pour un panier repas journalier en guise de compensation. La société n'a pas donné suite à notre demande d'interview, mais la communication du groupe Accor, sans prendre de position officielle, a répondu à nos questions. Chez nous, les 3/4 du personnel de nettoyage des chambres est salarié. Nous connaissons ce métier qui existe dans le groupe, nous connaissons les conditions de travail et nous comprenons quelles en sont les difficultés. Mais quand nous faisons appel à un prestataire, nous donnons le nombre de chambres et le taux d'occupation prévisionnel et il place les équipes qu'il veut. STN discute avec ses salariés, il n'est pas de notre pouvoir ni de nos prérogatives de négocier avec les représentants des salariés. Le sous-traitant dit si mon client, c'est-à-dire le groupe Accor, n'allonge pas le contrat commercial, eh ben, je ne peux pas répondre à vos revendications parce que je vais perdre de l'argent. Ils se renvoient mutuellement la balle et ils laissent effectivement tout ça dans une démarche concertée de laisser pourrir le mouvement. Derrière les difficultés des femmes de chambre en Europe qui se font entendre aujourd'hui, on note l'exploitation d'une main-d'œuvre fragile qui peine à faire valoir ses droits. Ils se disent que déjà on ne sait pas lire les fiches de paye. Ça fait 1. Et de 2, ils ne connaissent pas leurs droits. C'est-à-dire, ils se disent, elle vient travailler. L'essentiel, même si on lui donne 500, 600 €, l'essentiel touche la fin du mois, elle touche ce salaire-là. Elle, déjà, ça la convient. On a quand même affaire à des femmes, et majoritairement immigrées elles-mêmes ou issues de l'immigration, qui, malheureusement, vivent déjà une situation de précarité administrative. Ces grands groupes profitent de cette grosse précarité de ces salariés-là pour, effectivement,
pousser les salaires et les conditions de travail vers le bas. Ici ou ailleurs en Europe, des hôtels ont plié et arrêté la sous-traitance. Je ne sais pas qui peut nous attendre, si le gouvernement peut nous attendre, je ne sais pas si le ministre des Travailleurs peut nous attendre pour dire stop à la sous-traitance. On n'est pas à notre première bataille contre la sous-traitance et on l'a déjà obtenu dans plein d'autres établissements. Après les premiers succès, le mouvement des femmes de chambre est devenu éminemment politique. Un documentaire vient de consacrer les Las Kellys, femmes de chambre espagnoles militantes. À entendre les principales concernées, il était temps de faire le ménage dans le business des grands groupes hôteliers. Stupeur en Colombie, le groupe rebelle FARC a annoncé hier qu'il reprenait la lutte armée. Dans une vidéo diffusée sur Internet, Iván Márquez, ex-numéro 2 du groupe armé colombien FARC, qui avait participé au processus de paix en 2016, a dénoncé la fourberie et le non-respect des engagements de la part de l'État colombien. Suivez. En treillis et munis de fusils, c'est ainsi que sont apparus d'ex-chefs de la guérilla des FARC pour annoncer la reprise de la lutte armée. Nous annonçons au monde qu'a commencé la seconde Marquetalia, au nom du droit universel des peuples à se lever en armes face à l'oppression. C'est la poursuite de la guérilla en réaction à la trahison par l'État des accords de paix conclus à La Havane. Un message dénoncé par le président colombien qui a mis leur tête à prix. Ce dernier avait auparavant tenté de modifier l'accord de paix, trop laxiste selon lui, envers les anciens guérilleros. Malgré la menace, Iván Duque reste déterminé. J'ai ordonné la création d'une unité spéciale chargée de poursuivre ces criminels, dotée de capacités renforcées de renseignement et de recherche sur tout le territoire colombien. Pour chacun des criminels de cette vidéo, une récompense de $1 million sera fixée pour les informations permettant de les capturer. L'ancien président et artisan du processus de paix, Juan Manuel Santos, affirme que la majorité d'entre eux demeurent cependant dans le cadre du processus de paix. C'est également ce qu'affirme le chef du parti politique FARC. 90% des FARC sont toujours dans le processus de paix. Nous devons continuer à les soutenir. Les dissidents doivent être réprimés avec force. La bataille pour la paix ne s'arrête pas. Proclamer la lutte armée en Colombie aujourd'hui est une erreur délirante. Des millions de compatriotes veulent un pays en paix. La guerre ne peut pas être le destin de ce pays. Nous sommes prêts à tout donner pour la paix et la justice sociale. L'accord de paix avait été signé en 2016. Il devait mettre fin à un conflit déchirant le pays depuis 52 ans. Un conflit aux enjeux géopolitiques également. La Colombie estime que les FARC ayant repris les armes sont soutenus par Nicolás Maduro, ce que les autorités vénézuéliennes démentent. Il est clair pour notre gouvernement qu'il y a un lien direct entre le président Nicolás Maduro et ces groupes qui tentent de malmener notre démocratie. Qu'est-ce que le Venezuela a à voir avec ça? Rien. À cause de ce conflit, on a accueilli plus de 5 millions de Colombiens. Un conflit qui a fait officiellement 260 000 morts, près de 7 millions de déplacés et quelques 45 000 disparus. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous.